Aujourd'hui, Thomas, on part direction l'Italie. Ouais. C'est bien, on rentre de vacances, mais pour autant, on va continuer à voyager. Alors, mon invité du jour, Thomas, tu vas te présenter, c'est Thomas Baillel. Je le dis bien, le nom de famille, pour pas que j'écorche. Non, c'est bon. Managing Director International et membre du board chez Crosta et Molica. Donc, avec toi, Thomas, on va plonger dans les coulisses d'un rayon qui se réinvente, qui a beaucoup bougé ces derniers mois et ces dernières années. Et puis, décrypter aussi les habitudes des consommateurs, c'est ce que les auditeurs veulent entendre. Et puis, comprendre comment on construit une marque désirable, aussi forte, comment on bouscule les habitudes. Bienvenue Thomas, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien. Bienvenue chez Crosta Molica. Ravie, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis ravie d'être à Londres. C'est une première pour moi en 5 ans. Très bien. Donc je suis ravie. La prochaine fois, j'essaierai de le faire en anglais. Parce qu'avec un nom, avec Sherrington, j'ai pas le choix. Je suis aussi très contente de le faire en français. Ok, bon, ça va. Après, l'audience est à 98% française. Donc, ça va. Mais on visera à élargir la cible. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous clarifier ton rôle aujourd'hui exact de Managing Director ? Parce que c'est vrai que c'est derrière des termes, tu peux mettre plein de choses. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton quotidien, de tes périmètres, de tes décisions finalement ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Crosta et Molica ? Alors en fait, c'est assez simple. Je m'occupe de tout ce qui est lié à l'export. Alors, on est une entreprise italienne, mais on a quand même notre siège en Angleterre, parce que la boîte a été créée à Londres au départ. Donc du coup, je m'occupe de tout ce qui est en dehors du Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, on est distribué dans à peu près 15 pays. Donc la plupart en Europe, mais on est aussi un peu au Moyen-Orient. Et donc du coup, mon rôle, c'est de m'occuper du P&L international, de mettre en place la stratégie. Donc on a défini, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, les marchés qu'on voulait intégrer, mettre l'équipe en place. Donc j'ai Sophie dans mon équipe qui est basée sur Paris, j'ai une personne basée en Allemagne, une autre au Benelux. Et puis ici, dans les bureaux, on a des supports logistiques, marketing et finances pour la partie internationale. Et on a un goal qui est assez clair pour l'entreprise, c'est de devenir la marque numéro 1 de pizza surgelée en Europe, premium. Et donc, du coup, on a une carte importante à jouer, nous, à l'international, puisqu'on est présent dans plusieurs pays assez clés pour nous, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques. Et donc, du coup, depuis 1 an et demi, j'essaye de mettre tout ça en place. Est-ce que tu peux me dire, justement, vu que Crosta et Molica est présent dans plusieurs pays, quels sont les pays où vous êtes le plus présent en termes, par exemple, de part de marché pour avoir un peu des indicateurs de position, justement, sur ces marchés à l'international ? Alors, un des premiers marchés... Juste avant que je réponde, que j'explique un peu comment on a développé la partie internationale. Et on était plus proactif. Il y avait vraiment un focus sur l'Angleterre et donc il y a plusieurs distributeurs qui sont venus nous voir. Et depuis 2 ans, on a vraiment mis une stratégie en place et structuré la partie internationale. Mais donc du coup, sur ce point-là, en fait, un des premiers distributeurs qui est venu nous voir, c'était un distributeur hollandais. Et du coup, on a commencé les Pays-Bas comme premier marché à l'export. Et aujourd'hui, on cartonne. Donc, on est chez Albertine, chez Yambo, chez Picnic, toutes ces plateformes-là également. Et pour te donner une stat, chez Albertine, on a contribué à peu près à la moitié de la croissance de la catégorie l'année dernière. Incroyable. C'est assez incroyable vu la taille de l'entreprise comparée à des gros mastodontes comme Dr. Oetker. Du coup, ça cartonne. On est à peu près pareil sur le marché belge, c'est-à-dire que on est chez Deleuze, on a doublé notre chiffre d'affaires en 1 an. On est chez Albertine, on a une petite exclusivité. On va rentrer chez un autre gros retailer à la fin du mois de septembre en Belgique. Donc du coup, il y a plusieurs marchés comme ça qui ont très bien fonctionné. Et en France, on est aussi présent chez plusieurs enseignes. On fonctionne très bien chez Monoprix et Franprix. On est aussi chez Auchan. Et puis à partir de fin de semaine, je crois, chez Carrefour sur plusieurs régions. Donc voilà. Paraît-il que c'est à partir de demain même. À partir de demain. Alors évidemment, j'aurais 1000 questions à te poser pour rebondir sur ce que tu évoques, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Je te propose de lancer un chrono, donc je vais vraiment le faire. En 60 secondes, je te propose de parler de ton parcours, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de Sans Filtre Ajouté. On veut connaître l'histoire des hommes et des femmes qui travaillent derrière les marques. Quand j'ai regardé ton parcours, tu as mené plein de différents postes sur des fonctions notamment au board dans plein de marques. J'aimerais que tu m'expliques justement les différentes étapes et les virages qui t'ont mené à ce poste que tu occupes aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça dit finalement de ta façon de piloter Crosta Molica ? Donc tu me dis quand tu es prêt. Allez, top chrono. Allez, c'est parti, c'est à toi.
Alors du coup, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC à Paris, et après j'étais faire mon master aux États-Unis à Boston University. Et puis tout de suite après, je suis arrivé en Angleterre. Et donc du coup, j'ai commencé ma carrière ici et ça fait 15 ans que je suis là. Entre-temps, j'ai passé aussi 2 ans en Chine, à Shanghai. Mais c'est vrai que le plus court de ma carrière, je l'ai fait en Angleterre. Et je l'ai toujours fait dans le commerce, dans la vente. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que j'ai travaillé dans plusieurs catégories, dans plusieurs domaines. Et ça m'a vraiment apporté une certaine expertise et une vision un peu plus globale de l'industrie. En termes de catégories, j'ai fait 8 ans et demi dans le pet food. Donc, je fais 5 ans chez Mars Pet Care. Après, je suis allé chez Lily's Kitchen qu'on a vendu à Nestlé Purina. Et puis après 8 ans et demi, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Je suis parti chez Little Moons pendant 2 ans où on a vraiment cartonné. On a lancé partout, notamment en France. Je crois qu'on a quadruplé... Tu vas continuer quand même. Ah, ça fait 60 secondes déjà. Ouais. Ça va vite. Oui, pardon. Bon, j'ai bientôt fini. Donc, on a quadruplé le chiffre d'affaires. Ça a super bien fonctionné. Je n'avais pas comme idée de partir tout de suite, mais en fait, j'ai mon ancien boss de Lily's Kitchen qui m'a convaincu de le rejoindre chez Crosta Molica. D'accord. Et me voilà. Et donc, ça fait 1 an et demi. Je suis vraiment content d'être là. Tout est une question de rencontre, souvent. Dans les parcours. Dans les parcours, mais aussi dans la réussite professionnelle. Et pour rebondir sur l'autre question que tu as posée sur en quoi ça m'a aidé, toutes ces missions, ou même le consulting que je fais aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai développé une certaine expertise à l'international. Donc, j'ai plusieurs entreprises anglaises, Moju, Wild, qui sont venues me voir pour les aider. Et je pense que le réseau que j'ai réussi à me construire de distributeurs, de retailers, mais pas que, par exemple des agences marketing, des agences de terrain, etc., ça m'a vachement aidé et ça me permet d'être très agile et efficace dans mes rôles. Et ça m'a permis de mettre en place la stratégie de Crosta Molica et de la déployer assez rapidement. Justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de quand tu es arrivé chez Crosta Molica, s'il y a une chose que tu devais nous évoquer sur ce que tu as mis en place, une action qui a été profitable pour l'entreprise, ce serait quoi ? Quand je suis arrivé, en fait, il n'y avait pas de vraie stratégie, il n'y avait pas de structure, on ne savait pas trop où on allait avec l'international. Et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont recruté. Et en fait, moi, l'idée, c'était que je voulais vraiment que l'international soit une partie, un moteur de la croissance de l'entreprise et aussi un focus pour l'entreprise. Et donc, du coup, j'ai mis en place la stratégie. Et la stratégie, c'est-à-dire d'identifier les marchés sur lesquels on voulait s'implanter, se développer. Et en fait, l'action que j'ai menée qui m'a vraiment permis de mettre ça en place et puis d'être efficace et d'avoir des résultats rapidement, c'est justement mon réseau de distributeurs. Et j'ai une conviction, c'est que c'est toujours bien d'identifier 1 ou 2 distributeurs avec qui on veut travailler. Et parfois, attendre un petit peu si on n'a pas le bon partenaire avant de lancer, parce que avoir le bon distributeur, ça change tout. Et donc dans les premières semaines de mon rôle à Crosta Molica, j'ai réussi à mettre en place un distributeur en France, un en Allemagne, un dans les pays nordiques, et c'était des marchés clés vachement importants. Il y en a certains où j'ai attendu un peu plus longtemps, mais j'avais une vision claire avec qui je voulais travailler, et c'est ce que j'ai mis en place, quoi. Comment on fait pour identifier le bon partenaire et le bon distributeur ? C'est quoi les critères clés pour toi ? Alors après, ça dépend des pays. Si je prends la France ou l'Allemagne, comme c'est des marchés qui sont assez décentralisés avec beaucoup de chaînes indépendantes, c'est vachement important d'avoir un partenaire qui a une force de vente bien implantée, bien déployée sur le terrain. Donc ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, c'est de comprendre quelles sont les marques avec qui ils travaillent. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir assez de temps de se focuser sur nous ? Est-ce qu'ils ne travaillent pas avec des concurrents ? Aussi comprendre un peu le réseau que le distributeur a, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont distribués dans toutes les chaînes ? Donc voilà, le positionnement du distributeur, est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des marques premium ou pas ? Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des chaînes de discount alors que je distribue une marque premium. Donc voilà, tout ça peut être intéressant. Il y a aussi un point commun à ces distributeurs avec qui je travaille, c'est qu'ils ont souvent l'habitude de travailler avec des marques anglaises. Et donc ça aide un peu parce que on a chacun des mentalités différentes et les marques anglaises travaillent d'une certaine manière et ils ont l'habitude de travailler avec ça, quoi. Quand tu parles de distributeur, donc pour bien que les auditeurs comprennent, tu parles pas de distributeur enseigne, tu parles de prestataire commercial, partenaire commercial. Tu as soulevé un point qui est intéressant et je t'avais prévenu que j'ai une trame de questions effectivement pour préparer l'interview, mais que j'allais la suivre. Je vais essayer, mais comment les marques travaillent en Angleterre par rapport à la France ? Quels sont les atypismes, les spécificités finalement d'une marque anglaise ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. On utilise énormément de data.
D'accord. Mais beaucoup de data pour prendre nos décisions. Voilà, ça fait du boulot, mais au moins quand on prend des décisions, elles sont informées, on sait où on va. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est des marques qui sont ambitieuses. Et il y a beaucoup de marques premium et généralement, on voit souvent les tendances qui arrivent aux États-Unis, en Angleterre et après sur le reste de l'Europe. Et donc du coup, voilà, elles ont pas peur de prendre des risques. Et puis de lancer des produits qui sont des fois 2-3 fois plus chers que ce qu'il y a en rayon. Mais voilà, elles ont cette vision de comment elles peuvent disrupter la catégorie. Je pense que c'est les 2 points clés. Après, je pense qu'elles sont un peu plus aussi, comme je disais, prendre des risques en termes de positionnement de la marque, du branding, peut-être influencé aussi par ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont un accès plus proche de par la langue. Donc je pense que tout ça, ça les fait avoir un avantage sur d'autres marques peut-être du continent européen. Alors justement, parle-nous de data. Comment se porte le rayon surgelé aujourd'hui? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner, peut-être d'un point de vue international dans un premier temps et en France? Alors, les dynamiques d'un marché à un autre sont vraiment différentes. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le marché, il est plus ou moins stable, grosso modo en Europe. Et marché du surgelé salé. Du surgelé salé, oui. Ou même du surgelé global, mais plutôt surgelé salé. Et en fait, on voit que le moteur de croissance principal, ce sont les marques premium. En France, le marché du surgelé sucré, je crois qu'il est à moins 3% en valeur sur les 52 dernières semaines. Le salé est à plus 3%. Donc bon, enfin voilà, c'est plutôt flat, on va dire. Par contre, la pizza tire un peu son épingle du jeu. La pizza surgelée, on a plus 5% en valeur et 7% en volume. D'accord. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Quand le PGC-FLS est plutôt flat, en fait, quand tu le compares à l'intégralité des catégories. Okay. Et donc du coup, il y a vraiment une carte à jouer sur le marché français parce que voilà, c'est un marché qui est un peu plus porteur. Il y a différentes tendances et dynamiques. C'est vrai que le snacking, que ça soit du surgelé ou du sucré, aide pas mal. Et moi, enfin, de par mon rôle à Little Moon, je l'ai vu sur la partie sucrée. Dans les pizzas, c'est vrai que voilà, ça se développe un peu plus. Et nous, on essaie d'apporter justement des snacks pizza premium. Et puis après, on a des pizzas pâte fine, romaine, où on est en train de se développer aussi. Il y a pas mal de choses qui se passent et je pense que c'est bien pour la catégorie. Est-ce que tu peux nous parler des datas plutôt consommateurs cette fois-ci? Quel est un shopper? Comment il chope dans le rayon surgelé salé? Est-ce qu'il fréquente beaucoup le rayon en termes d'indicateurs de taux de pénétration? Est-ce que tu as des références qui sont phares? Et quel est le type de consommateur? Aujourd'hui, quel type de consommateur va consommer de la pizza surgelée? Et peut-être, j'ai envie de dire, si aussi tu as un peu d'insight là-dessus, le rayon surgelé par rapport au rayon frais sur la pizza, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, la pénétration, elle est très forte. D'accord. C'est presque de 50%. Je pense qu'en fait, la manière dont on consomme les pizzas en général est en train de changer un petit peu. Traditionnellement, la pizza surgelée, c'était on n'a pas le temps de cuisiner devant la télé le soir, le week-end. Et il y a un changement qui est en train de s'opérer, notamment grâce aux marques premium et notamment grâce à Crosta Molica, où la pizza devient un vrai repas en famille, en amoureux ou quand on a des amis. Et en fait, ça s'explique par rapport à la qualité du produit. Nous, chez Crosta Molica, on essaye de pouvoir délivrer une qualité restaurant à la maison. Et je pense que la perception de la catégorie est en train de changer beaucoup, où le surgelé n'a pas toujours eu une bonne image. Et en fait, on est en train de s'apercevoir sur différentes catégories. Bon, on a beaucoup parlé des fruits surgelés qui étaient en fait mieux pour la santé que les fruits frais et plus de nutriments, etc. Et c'est en train d'être pareil sur les pizzas surgelées. Aujourd'hui, on voit que sur les pizzas fraîches, pour prendre ton exemple, elles sont souvent 1, 2, 3 euros plus chères. Alors qu'en fait, on retrouve des additifs, des colorants, etc. Alors que sur des pizzas, notamment en Crosta Molica, c'est du clean label, on n'a aucun conservateur, aucun colorant, etc. Et donc du coup, je pense que les consommateurs sont en train de s'apercevoir de ça. Et c'est pour ça que je pense que l'image du surgelé, et notamment de la pizza surgelée, est en train de changer. Et ça, tu l'évoquais notamment avec l'exemple des fruits et légumes. C'est aussi grâce à toute la chaîne logistique, parce qu'on sait qu'aussi au fret, tu as des DLC certaines à respecter. Exactement. Qui poussent notamment les industriels à mettre certains additifs. Enfin, je l'explique en tout cas comme ça. Oui, et le surgelé sur ce point-là permet aussi de réduire le wastage, qu'on dit en français, bien sûr. Le gaspillage. Voilà. Ah, oui. Et donc du coup, en fait, le surgelé, ça permet vraiment de limiter le gaspillage. Voilà, on prend quelque chose au congélateur, on cuit ce qu'on a besoin, on remet le reste au congélateur.
quand c'est du frais, malheureusement, soit on le fait et puis on mange à temps, soit c'est à la poubelle. Absolument. Comme tu le sais, donc c'est Sans filtre ajouté, c'est une audience B2B, donc il y a beaucoup de responsables de catégories qui nous écoutent. Pour toi, c'est quoi l'enjeu majeur sur la catégorie surgelée ? Est-ce que s'il y a un enjeu à relever marque et enseigne, ce serait lequel conjointement ? Je pense que la catégorie surgelée a eu plusieurs challenges sur les dernières années et là c'est en train de restructurer, on retrouve de la croissance, mais je pense que le marché n'est pas encore aussi mature que d'autres pays limitrophes. Donc on va prendre l'exemple de la pizza surgelée premium. En Angleterre, Crosta Molica, c'est la marque premium et c'est le driver numéro 1 de croissance. En Allemagne, Gustavo Gusto, c'est la pizza premium numéro 1 et pareil, ils apportent énormément de croissance. Aux Pays-Bas, c'est encore Crosta Molica. En France, on n'a pas ça. On n'a pas de leader clair en premium en pizza surgelée et c'est pour ça qu'on voit une vraie opportunité et je pense qu'il y a encore du travail à faire et on veut justement travailler main dans la main avec les magasins pour qu'on puisse vraiment développer cette catégorie. Il n'y a aucune raison que sur tous les pays autour de la France, il y ait beaucoup plus de croissance, notamment drivée par le premium et qu'en France, c'est pas encore le cas. Donc c'est un peu la mission première de Crosta Molica. Sur ce rayon, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières années, avec des interlocuteurs qui se sont fait sortir pour des raisons sanitaires, et puis d'autres intervenants, des influenceurs notamment, qui ont rentré leur marque, alors sur le rayon surgelé, mais sur d'autres marques. Quelle analyse tu fais justement de ces intervenants, de ces entrées-sorties finalement sur le rayon ? Alors, je pense qu'en fait, c'est plutôt bénéfique, dans le sens où... ça ramène un peu plus de visibilité sur la catégorie, ça ramène un autre type de consommateur, peut-être plus jeune. Je pense que ce qui est important, que ce soit dans cette catégorie ou autre, c'est qu'on puisse répondre à un besoin de consommateur précis et puis qu'on ramène une certaine qualité. Et je pense que si on prend par exemple la pizza de Mr V, ça répond plus ou moins à ça et c'est un rapport qualité-prix intéressant. Alors c'est pas un concurrent direct de Crosta Molica parce que c'est pas une pizza premium, mais ça a un rapport qualité-prix intéressant. Et je pense que si on est dans cette logique-là, pourquoi pas. Et c'est pour ça que par exemple quand je vois la kombucha de Squeezie, je pense que c'est intéressant. C'est un produit qui est pas trop connu et je pense que grâce à lui ça peut être connu et puis ça a plein de bénéfices sur la santé. Ou la glace de Charles Leclerc, c'est un produit qui est plutôt pas mal, assez premium. Donc ça peut être intéressant. Après dans l'autre extrême, on voit une marque comme Prime qui a perdu je sais plus 70-80% de part de marché d'une année sur l'autre et c'est rempli de cochonneries. Ça, je trouve que c'est pas top, quoi. Bien sûr. En fait, je dirais même sur l'intégralité des catégories, ce qui est compliqué, je trouve, et notamment pour les responsables marketing ou commerciaux ou autres, c'est de se dire qu'est-ce qui émane d'un effet structurel de conjoncturel et qu'est-ce qui a un effet de mode ou une tendance de fond. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, parce que moi, j'ai regardé sur Little Moons quand on a lancé nos mochis. Tout le monde dit, c'est une tendance. Alors, en fait, la tendance, c'était peut-être le mochi en lui-même, mais en fait, le snacking, c'est pas une tendance, c'est vraiment un mouvement de consommateurs qui s'est dit, non, mais moi, je veux avoir quelque chose d'encore plus pratique à manger, etc., on the go, et pas forcément quelque chose de pratique, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette partie snacking, on a eu True Fruit et Franui avec leurs fruits glacés, etc. Donc la catégorie est en train de se développer avec certaines tendances qui restent ou pas, mais la catégorie est là, quoi. Et tout l'enjeu aussi pour les responsables de marque, c'est de se dire comment je pérennise, autant pour moi, mon produit qui fait partie d'une tendance. Et on pourrait se parler par exemple du chocolat de Dubaï qui a fait un aller-retour et aujourd'hui on voit de plus en plus de têtes de gondole avec des promotions pour justement solder la catégorie. Alors... C'est toujours un peu compliqué. Alors moi, je pense que en tant que responsable de rayon ou acheteur, je vais pas dire non, je ne fais pas le chocolat de Dubaï. Absolument. Tout le monde le fait. Tout à fait. Par contre, il faut savoir comment on peut pérenniser ça et peut-être, je ramène plusieurs consommateurs dans mon rayon chocolat qui n'achetaient pas des tablettes de chocolat. Comment je peux les fidéliser avec d'autres produits. Exact. Et c'est pas facile, mais il faut essayer d'utiliser ça comme une opportunité. Et en fait, ça ramène tout simplement à l'innovation. Et le rôle de l'innovation qui est extrêmement important pour les catégories, comme tu le disais, pour accroître la pénétration de chacune des catégories. C'est ce que recherchent évidemment les responsables de catégories au sein des enseignes. Quel est le rôle de l'innovation sur la pizza ? Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner ? Parce qu'on connaît les références classiques que sont la margarita, par exemple, la pizza 4 fromages. Mais qu'en est-il du rôle de l'innovation ? Et alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une catégorie qui était un peu endormie depuis des années. D'accord.
il n'y avait pas grand-chose qui était fait. On avait des marques qui étaient là depuis des années, qui vendaient plus ou moins les mêmes pizzas. Et je pense que la tendance du premium et le fait qu'il y a de plus en plus de petites startups qui arrivent chatouiller les grands groupes avec des concepts et des produits un peu différents, je pense que ça commence à faire bouger les choses, et notamment sur la partie surgelée et des pizzas. On a vu des pizzas plus premium comme celle de Crosta Molica, avec des pâtes qui sont restées 24 heures, des ingrédients qui sont mis à la main, plus qualitatifs. Par exemple, sur nos pizzas, on n'ajoute pas de sucre, on prend une variété de tomates très précise qui sont déjà assez sucrées. Donc voilà, tout ça, ça a permis de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a des gros groupes qui commencent à sortir leur gamme premium. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et pas que sur cette catégorie-là, ça se passe partout. Et c'est vachement important parce que l'innovation, c'est clé. Et le fait qu'on ait toutes ces petites startups qui viennent disrupter les catégories, je pense que c'est extrêmement bénéfique pour les consommateurs. Alors, tu as raison de souligner ce point des plus petits intervenants. Moi, je suis plutôt adepte de dire que c'est bien parce que ça bouscule un peu les habitudes de la catégorie. C'est bénéfique pour tout le monde. De toute façon, la concurrence a toujours été bénéfique pour justement aller chercher l'innovation. Maintenant aussi, quand on lit l'actualité sur la presse pro, on voit que les gros rachètent les petits et que ça fait des super gros. Bon, je le dis avec mes mots, mais est-ce que vraiment c'est pas plus compliqué qu'avant d'être un nouvel intervenant ? Alors oui, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Les MDD se sont beaucoup plus développés. Avant, les MDD, c'était du premier prix. Maintenant, il y a des MDD qui sont premium, qui prennent beaucoup plus de place en rayon. Donc aujourd'hui, pour être en rayon, il faut vraiment être unique, il faut vraiment apporter quelque chose. Donc oui, ça c'est plus compliqué. Après, sur la dynamique que tu décris, oui, forcément, les grands groupes sont toujours à la recherche de l'opportunité, et souvent elles ont du mal à développer leurs propres produits premium, etc. Et c'est plus facile pour elles d'aller acquérir une start-up, etc., une croissance externe. Mais oui, je pense que, il y a des challenges. Quand on est une marque premium avec l'inflation qu'il y a eu en Europe ces dernières années, c'est aussi un challenge, mais c'est aussi des opportunités. Voilà, les consommateurs dépensent moins en restaurant, ils ont quand même envie de se faire plaisir. Donc voilà, je pense que si on a une marque premium qui ont des produits qualité avec un branding intéressant et qui est bien positionné par rapport à leur cœur de cible, je pense que on peut quand même réussir. J'en suis sûr d'ailleurs. Les consommateurs mangent moins au restaurant. Il y a une notion de prix, de pouvoir d'achat qui est de plus en plus compliquée. En tout cas, c'est la réalité en France, mais je suppose qu'elle est là aussi dans d'autres pays. Est-ce que justement, c'est compatible de lancer une marque premium avec cette réalité-là qui est la guerre des prix Oui. Alors oui, c'est pas forcément facile, mais je dirais deux choses. La première, c'est que quand on regarde les différents marchés européens, on a des marchés notamment comme l'Angleterre où l'inflation est encore plus prononcée qu'en France, et le premium se porte bien. Et souvent d'ailleurs, quand il y a de l'inflation et qu'il y a des tensions sur le marché, les premiers prix et les marques premium sont celles qui fonctionnent le mieux. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément un frein, mais c'est quelque chose qu'on garde en tête, et forcément on essaie de limiter des augmentations tarifaires, etc. On a dû rogner sur nos marges sur les 2 dernières années, donc forcément on y pense. Après, l'autre chose qui est intéressant de souligner sur le domaine de la pizza, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que quand on regarde par exemple la pizza fraîche, on a des pizzas qui sont 1, 2, 3 euros plus chères que les pizzas premium en surgelé, alors qu'en qualité, elles ne sont pas forcément meilleures. Donc s'il y a des consommateurs qui vont sur de la pizza fraîche, ça veut dire qu'on peut les attirer sur des pizzas surgelées. C'est plutôt, on va dire, un challenge catégoriel, mais c'est ce qu'on essaie de faire, et on essaie de redorer un peu l'image du surgelé, de la pizza surgelée en France. C'est intéressant que tu évoques justement cette notion de ultra premium et premier prix. Je le dis souvent dans mes podcasts, mais beaucoup d'économistes parlent, alors c'est de la théorie du sablier inversé, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qu'à une époque, tu avais justement cette théorie, alors pour l'imager, de triangle, avec les offres ultra premium en termes de volume qui étaient très réduites et les premiers prix extrêmement prédominantes. Et là, on passe dans une ère où ce sablier est inversé et les milieux de gamme s'écrèment au profit des premiers prix et du premium, effectivement. Je voulais te questionner aussi sur la partie visibilité en rayon. Parce que, évidemment, en faisant mon tour dans les magasins, on le sait tous,
le rayon surgelé a une certaine contrainte puisque en point de vente, il y a des portes. Ce que le frais avait avant et maintenant avec toutes les nouvelles règles environnementales, ça a imposé justement des nouvelles normes de refermer aussi les rayons. Comment on fait pour être visible et émerger dans ce rayon surgelé qui peine parfois à trouver de la visibilité? Un peu comme toutes les autres catégories, on peut utiliser de l'ILV, de la PLV, mais c'est vrai que c'est limité puisque on est caché derrière les portes. Je pense que la chose la plus importante pour nous, d'ailleurs pour toutes les marques, c'est ce que voit le consommateur en premier, c'est le packaging. Et c'est pour ça que nous, on a fait un gros rebranding en début d'année pour que la marque paraisse plus premium, plus italienne aussi. Et en fait, sur tous les marchés, on a vu un effet positif immédiat. Et il n'y a pas un seul marché sur lequel notre nouveau packaging n'a pas eu un effet. Comme quoi, c'est vachement important et c'est le premier outil pour parler aux consommateurs. Premier vecteur de Maintenant, communication. c'est pas suffisant malheureusement parce qu'il faut que le consommateur aille dans le rayon du surgelé. Absolument. Alors même s'il y a une grosse pénétration, il y a encore du boulot à faire parce qu'il y a encore beaucoup de consommateurs qui ne veulent pas acheter du surgelé ou de la pizza surgelée. Et donc, je pense que le sampling, c'est quelque chose qui peut être vachement utile. Maintenant, je reprends l'exemple de Little Moons, on en faisait beaucoup, mais c'était simple à faire en magasin. Pizza surgelée, c'est plus compliqué, il faut la cuire. Absolument. Et donc, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a des pizza vans, brandées Crosta Molica, qu'on utilise un peu partout en Europe et qu'on met devant les magasins, sur les parkings, pour faire du sampling. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir justement faire connaître le produit aux consommateurs et les attirer dans le rayon du surgelé. Donc, on peut travailler le rayon surgelé tout en étant sur d'autres parties du magasin, et notamment à l'entrée du magasin, et pas que en restant sur le rayon du surgelé. Oui, effectivement, la partie test, elle est hyper importante pour justement valider la qualité organoleptique des produits. En revanche, ça reste des opérations qui sont assez onéreuses pour les entreprises, mais on sait que les enseignes sont très friandes de ça parce que justement, tout l'enjeu pour une enseigne de distribution, c'est d'apporter de l'expérientiel dans son point de vente. Est-ce que ce sont des opérations pour vous qui sont héroïstes justement et qui convertissent? Quel retour sur expérience tu as? Alors, c'est toujours compliqué de savoir exactement quel retour sur investissement sur ce type d'activité, mais il y a une grosse partie de notre budget marketing. Donc nous, on commence notre année fiscale en juillet, donc on vient de la commencer. On en avait fait pas mal l'année dernière d'activités avec notre pizza van. Et une grosse partie de notre budget cette année sur beaucoup de pays européens, c'est notre pizza van, c'est nos pizza vans, parce qu'on en a plusieurs. Et donc du coup, c'est compliqué. Il y a énormément de magasins, etc. Donc on peut pas être partout. Mais on essaie de cibler les meilleurs magasins, les plus gros magasins ou les magasins les plus cruciaux pour nous sur les différentes enseignes. Et voilà. Et je pense que c'est comme toute activité marketing. C'est sûr que quand on fait sur les réseaux sociaux, etc., la portée est plus importante. Mais je suis un strong believer. Je sais pas comment dire. Je suis un strong believer que, le sampling et que les consommateurs puissent essayer les produits, c'est vachement important. C'est important. Même, d'un point de vue notoriété de la marque. Surtout quand vous pénétrez un nouveau marché comme la France. Exactement. Absolument. Et vous connaissez une croissance exceptionnelle. Alors là, j'ai plus 40% chaque année. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Ouais. Ok, c'est beau, bravo. C'est pas mal. Et pour autant, vous êtes 45, donc sur toute la partie interne, sur toute la marque au global. Ça me paraît pas beaucoup, au vu du nombre de pays dans lequel vous êtes présent. C'est quoi pour toi la clé de votre réussite? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire de différent par rapport aux autres marques? Disons que quand l'équipe dirigeante est arrivée, donc le nouveau PDG avec plusieurs niveaux directeurs, dont moi, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, la marque était sur 8 catégories, je crois. Donc on faisait un peu de tout, des pâtes, du pain, du café, des glaces, de la pizza. Et on avait des produits de qualité, mais c'est vrai que c'était compliqué à gérer pour les équipes. On avait plein de fournisseurs, plein de différents acheteurs, plein de catégories managers différents, etc. Et donc, du coup, on a retravaillé notre stratégie. Et je pense que la clé du succès aujourd'hui de Crosta Molica, c'est le focus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut gagner sur la pizza. C'est vraiment la catégorie sur laquelle on veut se concentrer. Après, je pense que l'équipe dirigeante a fait du bon boulot. On a vraiment une super équipe à tous les départements. Mais le fait que tout le monde sache où est-ce qu'on va et qu'on ait tous la même direction, c'est vachement important.
Et voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément un secret. C'est qu'on a un super produit, on a une équipe qui a fait du super boulot sur notre rebranding et on sait exactement où on va. On veut être le leader de la pizza premium en Europe. On l'est déjà dans plusieurs pays. Il y a encore du boulot à faire, notamment en France, mais on est très confiant en nos capacités et on va continuer. Et ce que je trouve intéressant sur votre marque, si je peux me permettre une petite analyse, je suis en train de lire un livre de Simon Sinek, Les grands leaders commencent toujours par pourquoi. Enfin, je ne sais pas si tu connais. Et il fait des analyses sur justement les marques. Et il expliquait justement que les marques parlent souvent du quoi, de ce qu'elles font, et du comment elles le font, mais jamais du pourquoi elles le font. Ouais. Et ce pourquoi, forcément on va parler de l'exemple type, mais ce pourquoi Apple a réussi, c'est Think Different. Et je trouve que sur la partie sur Crostamolica, vous apportez une expérience et un storytelling. J'ai été assez impressionnée de retourner les packs et de voir toute l'histoire que vous mettez, les photos. Enfin, vraiment, on est sur une marque expérientielle. C'est quand même difficile d'apporter du storytelling et du premium et de l'expérience sur une marque alimentaire en grande distribution. Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'on a une agence marketing anglaise qui nous a fait un super boulot sur le rebranding. Mais la base de tout, c'est que il faut qu'il y ait une histoire derrière. Et donc, nous, notre fondateur a passé des années et des années à se balader avec sa petite camionnette à travers l'Italie pour trouver les meilleurs fournisseurs. Et au-delà de trouver les meilleurs fournisseurs, il a aussi développé toutes les recettes lui-même. Donc, il a dû retrouver les fournisseurs des fournisseurs. Donc, il y a eu un gros boulot qui a été fait. Et donc, oui, l'histoire, elle est sympa à raconter, mais c'est une histoire qui est véridique. Et je pense qu'aujourd'hui, une partie du succès de Crostamolica, c'est l'authenticité, pas que des produits, mais de comment a été créée la marque. Alors, la marque, tu l'as dit, est présente dans plein de pays. Qu'est-ce que tu observes sur la France, les spécificités que tu observes sur la France en particulier? Et est-ce que vous avez dû adapter certaines recettes ou certains éléments de la marque justement pour s'adresser au marché français? Alors, c'est un peu ce que je disais avant, mais je vais développer. Je pense que le marché français n'est pas encore arrivé à une certaine maturité par rapport à d'autres marchés vis-à-vis ce qui s'est passé sur les dernières années. Et c'est une opportunité aussi pour nous parce que justement, on veut prendre cette place de leader du premium. Et c'est crucial qu'on arrive à pouvoir se développer dans le sens où les marques premium sont souvent le moteur de l'innovation, c'est elles qui rapportent des nouveaux consommateurs dans la catégorie. Et je pense qu'en France, il y a 2-3 marques qui sont intéressantes en premium. On espère pouvoir prendre cette position. On fait tout pour. Mais je pense que la principale différence de la France par rapport aux autres marchés sur le surgelé et la pizza surgelée, c'est vraiment le niveau de maturité où on est peut-être 1 ou 2 ans derrière. Mais ça bouge très vite. On l'a vu sur les 12 derniers mois. Là, il y a plein de nouveaux entrants. On voit dans les discussions qu'on a avec les enseignes, il y a de plus en plus d'intérêt. Donc, ça bouge. Après, en termes d'ajustement de la marque sur les spécificités du marché français, oui, il y en a toujours. Donc, c'est pour ça que, notamment sur des produits, on s'est un peu adapté. Sur les 4 fromages, on a du fromage bleu. Il n'y a qu'en France qu'on a ça. Cheese lover, je le disais tout à l'heure. Voilà, mais c'est important parce que, alors, moi, je pense toujours que il y a des fondamentaux de la marque qu'il faut pas toucher. Et donc, et on se lance dans différents pays, mais idéalement, on essaye de conserver ça. Par contre, il faut un minimum d'adaptabilité. Sinon, vous allez avoir du mal à parler aux consommateurs de la manière dont il faut les toucher. Complètement. On a beaucoup parlé de marketing, de marque, de consommateurs. Maintenant, ce qui, je pense, est très intéressant de s'attarder, c'est sur la partie commerciale. Aujourd'hui, vous œuvrez avec Solinest. Donc, c'est un partenariat que vous avez depuis 1 an, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne, un partenariat de ce type ? Oui, alors déjà, juste pour expliquer pourquoi on a ce type de partenariat, c'est compliqué pour nous d'avoir une présence terrain et de gérer la marque depuis l'étranger. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le modèle qu'on a chez Crostamolica à l'international, c'est de travailler avec le meilleur distributeur possible dans chaque marché. Et en fait, quand on est arrivé chez Crostamolica, on a regardé un peu le marché français. Et une des spécificités du marché, c'est que il y a beaucoup de chaînes indépendantes. Il nous fallait une force terrain. Et donc, du coup, Solinest, ils sont assez connus sur le marché. Ils faisaient pas de surgelé, mais donc, du coup, on a engagé la discussion avec eux.
Et il s'est trouvé que ça faisait plusieurs années qu'ils y pensaient au surgelé et on s'est dit bon allez on y va, on met ça en place. Donc on les a un peu aidés en interne à mettre les équipes en place, etc. Et rapidement, ils ont commencé à prendre d'autres marques. C'est important qu'ils commencent à avoir ce pôle de surgelé au sein de l'entreprise. Donc, ils ont pris Little Moons. Je sais qu'ils sont en discussion avec d'autres marques assez innovantes. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est que c'est du win-win. On travaille ensemble et plus ils deviennent importants dans la catégorie du surgelé, mieux c'est pour nous. Et ils ont une super expertise du marché. Ils ont tous les contacts sur toutes les enseignes, une grosse frappe sur le terrain, une force de frappe sur le terrain. Donc du coup, on s'était dit, voilà, je pense que ça fait du sens. Et effectivement, ça fait un peu moins d'un an qu'on est avec eux et on est très contents. Vous avez combien de personnes sur le terrain avec Solinest et un vendeur aujourd'hui, il a un portefeuille de marques qui s'étend à combien de marques et il visite combien de catégories pour avoir un ordre d'idée? Alors, si je me trompe pas, je crois qu'ils sont à peu près une 60aine de personnes sur cette catégorie-là et je crois que c'est partagé avec une autre catégorie qui est la boisson, si je me trompe pas. D'accord. J'espère que je me trompe pas. Et donc, du coup, ils ont plusieurs marques. Alors, je sais pas exactement combien de marques. Ils doivent en avoir à peu près 4-5. Et donc, la couverture, elle est différente d'une marque à une autre, puisqu'aujourd'hui, nous, on est beaucoup distribués dans la région parisienne, avec notamment Monoprix, Franprix et puis des Auchan. Oui. Mais bon, l'idée d'avoir Solinest, c'est qu'on puisse devenir une vraie marque nationale et puis qu'on puisse avoir une distribution beaucoup plus importante, notamment sur la partie indépendante. Et là, sur la partie catégorielle et négociation, par contre, là, ça reste dans vos mains, ou pas? Non. Non, d'accord. C'est encore un partenariat. D'accord, mais c'est intéressant parce que je savais pas. Donc il n'y a pas de souci. On travaille vraiment main dans la main. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de rendez-vous qu'on fait avec eux. Maintenant, on fait aussi, ils ont des séminaires une fois par an avec leur force de vente, avec les comptes clés, etc., où on leur présente les nouveautés, on leur donne tous les outils, puisqu'on peut pas faire toutes les discussions. Mais le fait d'avoir Sophie sur le marché français, c'est aussi pour pouvoir les accompagner. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est vraiment main dans la main, on travaille ensemble. D'accord, ok. Je n'ai pas en tête s'il y a beaucoup de marques qui opèrent comme ça sur la partie négociation et catégorie management et terrain. Alors, toutes celles qui ont des distributeurs, des partenaires commerciaux, bien sûr, elles évidemment. fonctionnent de cette manière-là. Après, c'est vrai que c'est souvent des marques étrangères qui se lancent Absolument. en France parce que si vous êtes en France, généralement, soit vous allez en direct, vous créez votre propre équipe, soit vous pouvez utiliser un partenaire commercial, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est des entreprises étrangères qui veulent se lancer en France. Bien sûr. Et puis après, il faut attendre d'avoir aussi tu l'évoquais un peu tout à l'heure, il me semble, mais une certaine maturité aussi sur le marché. On conseille toujours aux entreprises, quand elles s'implantent sur un marché étranger ou autre, d'attendre 2-3 ans, voire plus, en fonction de la stratégie de l'entreprise, bien entendu, pour avoir sa propre force de vente commerciale et de toujours passer par une force de vente externalisée. Exactement. Et plutôt mutualisée. Et chez Little Moons, on avait lancé la marque avec notre propre équipe et une force de vente externalisée. Bien sûr. Et puis au bout d'un moment, on est arrivé, on était tellement gros qu'on s'était dit que ça coûte cher d'avoir une force de vente externalisée. On était déjà à 12 personnes. Ça faisait du sens d'aller chez Solinest et donc c'est pour ça qu'ils sont partis chez un distributeur. D'accord. Alors selon toi, Thomas, pour conclure, quelle est la recette selon toi pour construire une marque alimentaire contemporaine qui parle aux consommateurs aujourd'hui? Donne-nous la recette magique. Je ne sais pas si j'ai la recette magique. Pour tous ceux qui écoutent et qui ont envie de savoir. Alors, je ne sais pas si j'ai la recette magique, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments importants. Les consommateurs sont de plus en plus informés. Ils regardent ce qu'il y a sur les packaging. Ils comprennent maintenant de plus en plus les valeurs nutritionnelles, etc. Donc, je pense que c'est vachement important de se développer sur des produits de plus en plus sains. Et c'est ce qu'on fait chez Crosta et Molica. Alors forcément, c'est de la pizza. C'est pas ce qu'il y a de plus sain. Mais par contre, voilà, on a un clean label, on a très peu d'ingrédients. Et on essaie de faire le produit le plus sain possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parlais du packaging avant. C'est vachement important. C'est le premier élément qui vous permet de communiquer avec le consommateur. Et je pense qu'il faut passer beaucoup de temps. Et c'est un investissement, mais c'est un investissement important pour pouvoir être performant en rayon. Et après, je pense aussi qu'il y a de plus en plus de questionnement sur la durabilité, sur d'où viennent les produits, etc. Et Crosta et Molica est B Corp, et la plupart des entreprises avec qui j'ai travaillé sont B Corp. Little Moons B Corp, Lee's Kitchen B Corp. Et c'est vachement intéressant parce que c'est des marques qui, en fait, à chaque fois qu'il y a une décision stratégique qui est prise, ont toujours ça en tête en disant, voilà, quel va être notre impact sur l'environnement. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on communique beaucoup avec les consommateurs, mais aussi avec nos fournisseurs. Et donc voilà, je pense que ces 3 éléments sont importants. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les 3 qui me viennent en tête.
Le prochain épisode du podcast devrait te plaire parce qu'on parle de catégorie management responsable, où on inclut justement des indicateurs environnementaux quand on propose l'offre aux enseignes. Thomas, merci beaucoup. Une dernière question, la question un peu signature du podcast. Vas-y. Qui est-ce que tu aimerais entendre au micro du podcast Sans filtre ajouté? Donc ça peut être une marque, ça peut être une personnalité de la grande distribution alimentaire, ce que tu veux. Il faut toujours que ce soit évidemment en lien avec l'univers FMCG. Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais entendre à ce en français micro? Du coup ou pas que, mais ce serait un challenge pour moi de le faire en anglais. Je parlais de Squeezie et de sa marque de kombucha avant. Ça serait sympa de pouvoir l'interviewer, non? Exact. Si tu as les contacts, je prends. J'ai pas de contacts, mais bon, malheureusement. Mais non, mais je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'il y a des nouvelles catégories comme ça, kombucha ou le kéfir ou le matcha qui est en train d'exploser en Angleterre. Il y a de plus en plus de marques et en France, ça arrive. Et je pense que le fait qu'il se soit mis sur cette catégorie, c'est vachement intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait cette marque. Non. J'ai vu qu'il était en rupture de stock dans plein de magasins. Du coup, je trouve que c'est vachement intéressant et je serais ravi de pouvoir écouter ce qu'il dit par rapport à sa marque et à la catégorie. Ça marche. Écoute, je prends le challenge. J'ai Squeezie, j'ai eu la ministre de l'Agriculture. Pourquoi pas? Allons-y, ça marche. Allez, on y va. Merci beaucoup en tout cas, Thomas. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.